Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, j'ai 33 ans, et je suis écrivain amateur depuis près d'une dizaine d'années. J'ai fait la rencontre de l'écriture inclusive il y a 5 ans maintenant, et je suis passé par toutes les émotions à l'égard de cette découverte. J'ai d'abord été d'une grande méfiance vis-à-vis de cette nouveauté, avant finalement, quelques années après, de l'embrasser presque totalement dans mes écrits quotidiens. Si je décide de faire cette vidéo, c'est parce que ces dernières semaines, j'ai été le témoin direct ou indirect d'attaques très virulentes à l'encontre de propos concernant l'écriture inclusive, et ces attaques étaient, je pense, des marques d'intolérance très prononcées à l'encontre du féminisme, et ça m'a fortement déplu que l'on utilise l'argument de la défense de la langue française pour décrédibiliser le mouvement féministe. Avant d'aller plus loin à ce sujet, je tiens à préciser que je ferai tout mon possible pour garder une certaine forme de neutralité à l'égard du féminisme. C'est vrai que je me considère comme un allié, que je suis très admiratif de leurs actions quotidiennes et assez proche du mouvement. Je ne vais pas le cacher ou en avoir honte, mais je vais laisser mes affinités sociales pour me concentrer sur le langage et le langage uniquement. Cette vidéo est un billet d'opinion et ne se revendique absolument pas comme décrétant des vérités universelles. Je me doute que cette prise de parole peut en agacer certaines, mais surtout certains d'entre vous, que beaucoup sont formellement opposés à cette évolution, et je vous invite évidemment à exprimer votre désaccord dans la section commentaires de la vidéo, je ne censurerai évidemment aucune de vos réactions. En revanche, j'effacerai systématiquement tout commentaire agressif ou violent ou insultant. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire la liberté d'agression, comme dirait Defecator. Sous prétexte de liberté, vous ne pouvez pas vous permettre de menacer ou d'intimider. Je compte donc sur votre intelligence pour échanger avec courtoisie. On ne joue pas notre vie sur cette question, donc je crois qu'il est temps de la dépassionner et de l'étudier avec un petit peu de recul. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous mettre un timecode dans la description pour que vous puissiez vous rendre directement à la partie de l'argumentaire qui vous intéresse le plus. En premier, je vais faire un petit point sur les réactions que l'évolution de la langue française entraîne. Ça me paraît essentiel pour comprendre ce qui cristallise autant de craintes autour de l'écriture inclusive. Ça me permettra aussi de vous prendre quelques exemples de réponses agressives à ne pas utiliser dans la section commentaires, et de vous expliquer pourquoi on ne peut pas se permettre certaines choses, certains écrits en particulier. Ensuite, et par souci d'honnêteté intellectuelle, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été moi-même si longtemps réfractaire à l'écriture inclusive, en faisant l'effort de me remémorer mes arguments de l'époque. Ce sera l'occasion d'introduire et d'expliquer ce que j'ai compris être l'écriture inclusive, de parler entre autres du point milieu, mais aussi de beaucoup d'autres méthodes contre lesquelles je me suis opposé. Enfin, j'aurai toute une série d'arguments qui vont en faveur d'une évolution féministe de la langue française. J'essaierai de vous montrer combien le langage peut être violent et excluant quand il est utilisé à mauvais escient. Allez, on y va. Pour illustrer cette introduction que je viens de vous faire, j'ai deux exemples à vous montrer. Le premier vient de la page Facebook du collectif Nous Toutes, qui est un collectif féministe qui a été fondé par Caroline de Haas, et qui agit au quotidien contre les violences faites aux femmes. J'aime énormément leur travail, puisqu'elles se concentrent sur toutes les formes de violence, physique, verbale, sexuelle, écrite, etc. Ce collectif s'est fait le relais d'un ouvrage intitulé « Droits humains pour toutes » rédigé en langage inclusif, en écriture inclusive. Vous allez peut-être la voir à l'envers, j'essaierai de retourner la vidéo pour que ça ne se produise pas. Un ouvrage qui a été réalisé par une quinzaine d'autrices, dont je fais partie, et illustré par 8 illustratrices, et c'est publié chez Libertalia. Et je les remercie de se faire le relais de l'ouvrage, merci beaucoup. On pourrait penser que la page Facebook d'un collectif féministe serait fréquentée par des personnes naturellement ouvertes, je le mets volontairement au masculin, l'adjectif ouvert, déjà sensibilisées à la question de l'écriture inclusive. Et pourtant, voici un exemple de commentaire que l'on trouve sous la publication. Alors, j'ai flouté le nom et la photo des réponses, puisque ma vidéo est uniquement à visée pédagogique, il est hors de question de dénoncer qui que ce soit. Je vous lis le commentaire, je cite. « Luttons pour l'égalité et les mêmes droits pour tout le monde, plutôt que de la sémantique. Il y a beaucoup de travail. » Fin de citation. Il y a eu à ce message de nombreuses réponses. Certaines formulées avec pédagogie, d'autres avec pas mal de colère, et ces deux formes d'expression sont d'ailleurs tout autant valables l'une que l'autre. L'expression de la colère est saine, et il ne faut pas brimer la personne qui vous répond avec ses émotions. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que cet argument est récurrent. Je le lis et je l'entends partout depuis plus d'1 an maintenant. Il me pose 3 problèmes en fait. Le premier, c'est que c'est assez désagréable de s'entendre dire ce pourquoi je suis censé me battre ou non. Je ne choisis pas ma sensibilité, je suis simplement sensible à ça. Le deuxième, c'est qu'il utilise un procédé rhétorique un peu fumeux qu'on appelle le faux dilemme. On nous fait croire qu'on a le choix entre se battre pour de la sémantique ou se battre pour autre chose. Comme si on ne pouvait pas faire les deux en même temps et se battre même pour plein de choses.
À titre personnel, par exemple, je suis très attaché à la défense des droits des animaux et ça ne m'empêche pas de soutenir Amnesty International au quotidien qui se bat pour les droits humains. Et enfin, ça laisse à supposer que la bataille des mots n'est pas importante. Et ça, j'en parlerai surtout dans la dernière partie, je trouve que c'est entièrement faux. Les travaux de linguistes comme Noam Chomsky ont montré combien le langage influait directement sur la pensée et sur notre représentation du monde. Par le langage, on peut faire passer n'importe quel message comme étant une vérité stricte. Il n'y a qu'à voir comment parfois notre gouvernement essaie de détourner la réalité de certains faits en affirmant leur opposé total. En ce moment, on nous explique qu'il n'y a pas eu de pénurie de masques, qu'il n'y a pas de manque de personnel dans les hôpitaux, dans le but qu'on reprenne ces formules comme si c'était des slogans et qu'on finisse par les accepter comme vraies. Le langage est vecteur de normes, et à ce sujet-là, je vous recommande le travail génial de Linguisticae sur YouTube, il en parle à merveille, évidemment. Tout ce que je vais citer, vous le retrouverez dans les commentaires en source, bien sûr. Travailler sur la langue, c'est déjà travailler sur la société. Le deuxième exemple de réaction non mesurée à l'égard de l'écriture inclusive, il vient de Montréal, il est très récent encore. Une journaliste s'est emportée vis-à-vis du fait que la mairesse de Montréal, qui s'appelle Valérie Plante, travaille actuellement sur l'utilisation dans l'administration de l'écriture inclusive, au lieu de régler le problème du coronavirus. C'est le même argument fumeux du faux dilemme. Valérie Plante, elle peut tout à fait mener plusieurs combats de front, à la fois s'attaquer au problème du coronavirus et à la fois s'attaquer aux problèmes qui touchent les femmes dans son pays et dans sa ville. Mais dans la deuxième partie de l'article, elle utilise l'extrait vidéo d'une comédienne française qui s'appelle Tiffen D pour se moquer de son utilisation d'une langue de son invention qu'elle appelle la féminine universelle. Je vais vous en montrer un extrait pour que vous compreniez de quoi je parle et on en parle juste après. On ne va tout de même pas inventer un mot juste pour les frères Brontë, si. John Eyre et les hautes du Hurlevent, ça ne suffit pas à faire un patrimoine. Oh, tenez, encore un mot ridicule, ça. Patrimoine. Et il y a des associations, la collective FH, par exemple, ou encore le chercheur Elian Viennot, qui veulent des journées du patrimoine. En plus, c'est dur à dire. En plus de celle de la matrimoine, qui suffisent pourtant amplement, hein, quand on pense qu'il y a encore aujourd'hui des pays dans le monde où les hommes n'ont pas le droit de voter ou de conduire une voiture. Ces hommes-là, privilégiés de chez nous, feraient quand même mieux de s'occuper de ces vrais combats plutôt que de perdre leur temps et surtout le nôtre, les copines, avec ces histoires de bons hommes sur les mots employés. Alors vous l'avez constaté, l'interprétation elle est très talentueuse et elle est très drôle et c'est une sorte d'humour du ridicule, moi je trouve ça hilarant. Quand on féminise à tout va, ça nous choque et ça nous paraît idiot. J'adore ce procédé, je trouve ça brillant, parce qu'en fait il permet de pointer l'absurdité de l'utilisation d'un seul genre dans notre langage. En l'occurrence, en utilisant en français le masculin comme genre neutre, et j'expliquerai en troisième partie pourquoi je déteste cette expression, ça rend encore plus inacceptable certaines égalités de langage. Le spectacle en question s'appelle La Pérille mortelle, il fait partie de ces œuvres qui m'ont permis de faire un grand bond en avant dans ma façon d'écrire et de comprendre les violences masculines par le langage et également de me comporter en tant que personne. Je vous le recommande chaleureusement dès que les salles de théâtre seront de nouveau ouvertes. Mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'à la suite de cette publication de la journaliste, une horde de personnes, principalement des hommes, agressifs, est allée dans la section commentaires, en message privé parfois, et ils ont complètement dépassé les bornes. Il y a eu des menaces, il y a eu des insultes à l'encontre de la comédienne et autrice, simplement parce qu'elle a juste tourné au ridicule dans un sketch l'abus du masculin dans la langue. Sur la page de la journaliste, on retrouve entre autres, je cite, et c'est pas facile pour moi de vous lire ça, « Jamais eu aussi honte d'être une femme féministe ». On cite encore, Freud appelait ça de façon très juste le narcissisme des petites différences, donc là on a carrément un appel à une figure psychanalytique extrêmement contestée en tant que figure d'autorité et une attaque ad nominem à l'encontre d'une personne qui ne connaît pas. Je cite enfin, heureusement les connes ne volent pas, etc. Vous avez compris la violence, je veux pas en lire plus parce que c'est douloureux pour moi. Je connais pas personnellement Tiffen D, on se connaît très peu, mais je supporte pas de lire ce genre de messages insultants à l'égard de personnes sous prétexte qu'on n'est pas d'accord. Parmi les messages privés qu'elle a reçus, elle a aussi partagé ça, qui est un grand classique de la rhétorique antiféministe et contre le langage inclusif également. C'était un message très court qui est insupportable à lire, je le cite, le combat d'une hystérique. Bon. Tout petit passage sur la page Wikipédia de l'hystérie, je cite, l'hystérie est une névrose au tableau clinique varié,
où le conflit psychique s'exprime par des manifestations fonctionnelles, comme des anesthésies, des paralysies, des cécités, des contractures, sans lésions organiques, des crises émotionnelles, éventuellement des phobies. L'association de manifestations permanentes ou récurrentes, fréquemment des paralysies, des troubles de la parole ou de la sensibilité, et d'autres manifestations transitoires, telles que des crises pseudo-épileptiques, des comas psychogènes, en constituent certaines des formes les plus courantes. Fin de citation. Autrement dit, c'est une maladie, c'est grave. C'est quelque chose qui est grave quand ça touche quelqu'un, ça bouleverse sa vie. Et c'est une maladie psychiatrique. Donc ces propos sur l'hystérie, ils sont courants. Mais quand vous faites ça, comprenez que vous réduisez tout le combat social d'une femme à une maladie mentale. C'est assez grave de faire ça. Réalisez la violence, en fait, de ces propos. Mais c'est pas tout. Lisez bien le 4e paragraphe, je vous le remets. La notion d'hystérie a disparu des nouvelles classifications du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-4, et de la classification internationale des maladies, le CIM-10, qu'on utilise en médecine. Elle y est dispersée dans les catégories troubles de conversion, troubles de la personnalité, histrionique et troubles somatoformes. Autrement dit, c'est une pathologie en tant que telle dont l'existence est très contestée. Donc, ne faites plus ces références à l'hystérie, à la maladie mentale, c'est insultant, c'est douloureux à lire, et en plus de ça, quelque part, il y a une sorte de phobie à l'égard des maladies mentales, donc voilà, ne le faites pas. Il y a des gens qui souffrent réellement de maladies mentales, donc on n'utilise plus ces termes-là. Pour conclure sur le sujet de l'hystérie, je voulais vous lire également quelques lignes d'un ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet. Alors, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, vous connaissez, je pense. Mais il y a un passage sur l'hystérie que je trouve vraiment bien. Il est page 218 si ça vous intéresse, et je vous en lis juste un extrait, qui vous dit... Le titre est « La révolte des bonnes femmes hystériques », avec des guillemets bien sûr autour de bonnes femmes hystériques. Et Mona Chollet nous dit ceci, je la cite. « Aujourd'hui, la contestation de l'ordre symbolique instauré à la Renaissance ne se limite évidemment pas au domaine médical. Reprenons l'exemple du bannissement des émotions et de leur attribution dépréciative aux femmes et à elles seules, une logique particulièrement marquée chez les médecins, mais présente dans toute la société. En 1985, la militante africaine-américaine Cora Tucker avait pris la tête de la bataille contre l'implantation d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs dans le comté pauvre et noir de Halifax, en Virginie, où elle vivait. Elle racontait combien elle avait d'abord été blessée quand les représentants, masculins et blancs, des autorités l'avaient traitée de femme au foyer hystérique. Puis elle y avait réfléchi, et à la réunion suivante, quand ils avaient réitéré leur insulte, elle leur avait répliqué « Vous avez parfaitement raison. Nous sommes hystériques, et quand il est question de vie ou de mort, en particulier de la mienne, je deviens hystérique. Si les hommes ne deviennent pas hystériques, alors quelque chose ne tourne pas rond chez eux. En somme, les émotions ne nous égarent pas toujours. Parfois, au contraire, quand nous les écoutons, elles nous sauvent. C'est le cas non seulement quand on veut nous faire vivre à bord d'un site radioactif, mais aussi dans les situations de harcèlement ou de maltraitance plus haut évoquées. » Voilà, je vais conclure du coup le passage sur l'hystérie là-dessus. Tout ça pour dire quoi ? Toutes ces réactions, elles sont démesurées. Elles sont vraiment démesurées. Ça n'a pas lieu d'exister. Si le langage inclusif ne vous plaît pas, vous êtes parfaitement libre de ne pas l'utiliser. Il est hors de question de l'imposer à qui que ce soit, d'accord ? Il n'y a en tout cas de ma part aucune volonté de l'imposer. Si vous avez des réserves au sujet de l'écriture inclusive, sentez-vous libre d'en débattre avec moi dans la section commentaires. Mais tout commentaire qui ferait des références à des insultes, à des intolérances telles que celles qu'on a décrites ci-dessus, je les supprimerai. La liberté d'expression, ça n'est pas la liberté d'agression. Allez, ceci étant dit, je suis désolé pour le disclaimer interminable, ça va certainement très bien se passer en commentaire. J'en ai l'expérience sur les réseaux sociaux, on arrive à échanger sans s'agacer. On rentre dans le vif du sujet. Donc comme je vous le disais en présentation, je suis auteur, je suis très attaché à la langue française, à tel point que depuis 1 an, je travaille sur un projet d'écriture quotidienne où j'écris chaque jour une nouvelle de 500 mots. Et 500 mots exactement, pas un de moins, pas un de plus. J'en suis à peu près à la 250e nouvelle, donc ça fait 250 jours que je travaille, c'est très court. 500 mots, ça fait moins d'une page Word, et il faut que j'écrive une histoire tout entière du début à la fin, indépendantes les unes des autres, et ça doit tenir dans ce cadre. L'idée, pour moi, c'est d'apprendre à écrire de la façon la plus concise et la plus directe, ce qui signifie en fait utiliser un minimum de mots pour décrire des phénomènes aussi complexes que possible. Cette démarche, je l'avais déjà quand j'ai découvert l'écriture inclusive il y a 5 ans, mais de façon un petit peu moins poussée. Je cherchais déjà à simplifier mon style d'écriture et à le fluidifier. J'ai fait ma première rencontre avec l'écriture inclusive, donc il y a 5 ans, avec le point milieu. Pour faire simple, c'est un point qu'on utilisait dans l'Antiquité pour séparer les mots, un petit peu comme on utilise l'espace sur nos claviers d'ordinateur aujourd'hui. Son usage est revenu à la mode avec l'écriture inclusive, qui l'utilise non pas pour espacer 2 termes, mais pour y insérer ses formes masculines et féminines en un. Il y a quelques exemples très simples qu'on trouve sur Internet, que je vous mets là, ça c'est des exemples que tout le monde connaît, qui sont faciles à comprendre.
J'ai eu une réaction de rejet immédiate pour ce point médian que j'ai trouvé lourd, inutile et disgracieux. J'ai pas mal échangé à ce moment-là, à ce sujet-là, avec quelques amis qui étaient amoureux de littérature comme moi, qui n'en comprenaient pas spécialement l'utilité non plus, j'y étais vraiment, vraiment hostile. Mais l'argument que j'avais à l'époque, parce que j'avais quand même des arguments, il était double. Tout d'abord, dans un texte, j'avais peur que ça alourdisse l'écriture, ça c'est vraiment qu'une question d'habitude, on le verra après. Il me semblait aussi que c'était une sorte de façon un peu forcée de faire apparaître du féminin, et je n'aimais pas ça parce que je trouvais pas ça spontané. Et j'avais un autre argument à l'époque, c'était de dire que le genre masculin, c'était aussi notre genre neutre, et que quand on l'utilisait, il fallait entendre dedans le féminin, ça me paraissait évident, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Ces deux arguments-là, ce sont ceux sur lesquels je vais revenir en premier dans la troisième partie, parce que j'ai compris aujourd'hui qu'ils étaient complètement faux. J'ai un peu honte de vous avouer ce que je vais vous avouer là, mais bon, c'est la réalité, je vais pas m'en cacher. Parce que j'avais une autre peur qui était assez forte. J'aime beaucoup la langue française, j'aime beaucoup sa bourgeoisie, j'aime sa complexité parce que j'ai la chance d'être né avec, je la trouve harmonieuse, mais surtout j'ai la chance de la maîtriser grâce à des origines sociales très favorables. J'ai eu entre autres une mère qui était professeuse de français langue étrangère, un parcours de vie sans trop d'encombre, j'avais tout pour être un bon élève et pour comprendre les mécaniques de l'écrit, et par jalousie, par prétention, je voulais absolument conserver cet avantage sur les autres. Écrire correctement, à l'époque, ça me donnait une sensation de supériorité sur l'autre. Je suis vraiment désolé d'admettre ça. Un peu comme si la capacité de se soumettre à des normes était un signe d'intelligence. Évidemment, je me trompais complètement, mais force est de constater que l'apparition de nouvelles règles d'écriture que je ne maîtrisais pas, ça a créé en moi un fort sentiment d'insécurité. J'avais peur, en quelque sorte, de perdre mes avantages sociaux et de moins bien me démarquer. Et je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Je suis désolé de dire ça, ça peut paraître assez violent, mais c'est comme ça que j'ai vécu l'écriture inclusive avec un ego démesuré, je suis très content d'être redescendu de mon piédestal. Pourtant, j'avais beau être opposé à l'écriture inclusive, je trouvais jamais rien à redire aux documents administratifs qui commençaient par monsieur, madame. Et madame, monsieur ou monsieur, madame, c'est une forme d'écriture inclusive. Comme quoi, c'est vraiment l'usage qui finit par faire l'habitude. C'est ça, l'usage qui finit par faire l'habitude. J'ai aussi utilisé les arguments que j'ai cités dans l'introduction, à savoir que je pensais que la lutte pour un langage plus équilibré c'était secondaire par rapport aux violences conjugales, par rapport au féminicide, par rapport à la culture du viol, sans même réaliser que dans la langue française, on utilisait parfois un nombre effrayant d'expressions qui justifient, voire excusent, les comportements de prédateurs sexuels. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter de me comporter comme le dernier des cons en donnant mon avis sur un sujet que je ne connaissais pas du tout ? Je me suis bien ridiculisé, et c'était assez facile. Il suffisait que je demande à mes copines féministes de m'expliquer, c'est tout. Partout où j'ai rencontré des membres de collectifs ou d'associations féministes, à toutes les AG féministes auxquelles j'ai participé, j'ai toujours fait face à une grande bienveillance à mon égard. Je n'ai jamais vécu de misandrie nulle part dans ces milieux, et on a toujours répondu à mes questions avec sincérité, sans jugement. J'aurais dû leur demander leur avis à elles sur l'écriture inclusive. C'est elles qui m'auraient bien expliqué, et j'aurais changé d'avis un petit peu plus tôt, et ça m'aurait changé la vie, parce que ça m'a réellement changé la vie, j'en parlerai tout à l'heure. Tout ça pour vous dire que si à l'issue de ma vidéo, vous avez encore des doutes vis-à-vis de mon propos, rapprochez-vous des personnes de votre entourage que vous savez être des personnes militantes, je vous assure qu'elles seront heureuses de vous savoir alliées à elles. Ce que je me dois de préciser avant de passer aux arguments pour, parce que je pense que c'est important de le faire, c'est qu'à cette période, il y a 5 ans, j'étais déjà un soutien du féminisme, alors que j'étais contre l'écriture inclusive, c'est une vraie contradiction. J'étais concerné par le féminisme, j'avais beaucoup lu à son sujet, j'en connaissais des formes complexes, je comprenais bien les problématiques d'intersectionnalité, je savais ce que c'était que l'écoféminisme, enfin j'étais déjà au courant de ça, et très favorable à l'avancée des luttes féministes. Et malgré tout, l'écriture inclusive m'a mis en colère. Alors, j'imagine parfaitement que certaines ou certains d'entre vous, qui n'auraient pas spécialement de sensibilité pour le mouvement féministe, pourraient penser l'écriture inclusive. Je veux simplement vous dire, avant de passer à la troisième partie qui est importante pour moi, que je n'ai, et personne n'a aucun mépris à votre égard, aucun sentiment de supériorité par rapport à vous. La partie qui vient n'est pas une leçon de morale, c'est juste le point de vue d'un écrivain, homme, qui a compris ce que l'écriture inclusive pouvait lui apporter dans sa vie. Et désormais, je milite pour son utilisation plus systématique. Mais il n'y a aucun jugement de ma part, et je ne cherche pas à vous mettre au pied du mur, à vous mettre face à des contradictions, pas du tout. C'est juste une démonstration, et j'aimerais bien qu'on rentre dedans, parce que c'est quand même le propos de la vidéo. J'avais dit que je reviendrais en priorité sur les deux arguments qui faisaient qu'à l'époque j'étais contre l'écriture inclusive. Le premier, c'était l'alourdissement d'un écrit. C'est sûrement, je pense, celui qui m'a pris le plus de temps à déconstruire. Effectivement, ça peut paraître étrange de rallonger un mot en le divisant en deux grâce à un point milieu, et je dois bien avouer que toutes les règles de l'écriture inclusive, c'est celle que j'utilise le moins, et à tort d'ailleurs.
Je devrais l'utiliser plus souvent. Je vais vous donner un exemple concret. Quand le gouvernement s'adresse à nous en remerciant les soignants dans ses communiqués de presse, il y a un problème. Dans cet exemple que vous voyez là, professionnel est au masculin, personnel est au masculin, agent hospitalier est au masculin, soignant est au masculin. Ce qui me dérange, c'est qu'en France, les femmes représentent plus de 90% des aides-soignantes, des effectifs des aides-soignantes, plus de 87% des effectifs des infirmières, plus de 98% des effectifs des aides à domicile. Autrement dit, les soignants en France, ce sont des soignantes. Pour corriger la formulation maladroite du site du gouvernement, avec l'écriture inclusive, on peut proposer plusieurs possibilités. Moi, j'en ai 3 à vous proposer. La première, ça aurait été d'accoler au terme masculin leur équivalent au féminin. Ça aurait donné les soignants ou les soignantes. Ou, mieux selon moi, les soignantes et les soignants. On fera apparaître le féminin en premier, ce qui semble cohérent étant donné la répartition des genres dans les effectifs de ces professions. Ou alors, pour éviter cela, on aurait pu faire l'usage du point médian, justement. Les soignants, point, te.s. En un seul terme, sans répétition, on fait apparaître les genres masculins et féminins, et l'on gagne du temps à l'écrit. Cette méthode permet non seulement de simplifier l'écrit, d'éviter la répétition, mais aussi de coller avec une représentation sociale plus juste des travailleuses médicales du pays. Donc, l'argument de l'alourdissement de l'écrit, en fait, il tient pas. C'est au contraire beaucoup plus rapide d'utiliser le point médian que de répéter le mot et de mettre son féminin à côté. J'ai quand même une troisième possibilité à proposer. Au-dessus, je vous ai parlé du genre masculin qui faisait office de genre neutre, ou de la fameuse règle qu'il faut abolir de notre langage qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Bon. Le problème, c'est que le genre neutre en français, c'est une construction, c'est une vue de l'esprit. Officiellement, il n'existe que 2 genres, masculin et féminin. En soi, d'ailleurs, c'est pas du tout un problème, on n'est pas du tout la seule langue du monde à n'utiliser que 2 genres. L'allemand a un genre neutre, nous on a 2 genres, c'est pas du tout problématique. Mais en décrétant que le masculin inclut également les femmes, on aboutit en fait à un procédé qui s'appelle l'invisibilisation, et je vais tout de suite vous le prouver. Si vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas encore déjà dans les commentaires à exprimer votre colère, faites l'exercice pour de vrai. Pensez s'il vous plaît à un physicien très connu du XXe siècle qui a permis des avancées considérables sur la compréhension de notre monde physique et qui a gagné 2 prix Nobel dans sa carrière. Pensez ensuite s'il vous plaît à un psychiatre toujours du XXe siècle qui, grâce à sa compréhension de la maladie mentale et à sa compréhension de certains caractères inconscients, a permis des avancées considérables en psychiatrie. Et enfin, j'aimerais que vous pensiez à un biologiste du XIXe siècle qui a travaillé sur la classification des espèces animales et qui a permis la découverte de toute une catégorie d'espèces et de classification d'animaux sous-marins. Vous pensez majoritairement à Einstein, Freud et Darwin. Je le sais parce que j'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois devant des assemblées et je sais très bien qu'il y a mon chat qui apparaît à l'écran. Tu es soutien du féministe, petite délice ? Donc vous allez certainement citer Einstein, Freud et Darwin, évidemment, alors que les réponses aux questions que je viens de poser, c'était Marie Curie, Mélanie Klein et Jeanne Villepreux. C'est Marie Curie qui gagne 2 prix Nobel. Mélanie Klein aurait pu être citée comme Freud, par contre c'est bien Jeanne Villepreux qui a beaucoup travaillé sur la découverte d'espèces animales. Et c'est grâce à elle qu'on a réussi à faire une catégorisation des espèces animales. C'est une personne fondamentale en sciences, en biologie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je vous ai dit de penser à un psychiatre, un biologiste, à un physicien. On associe le masculin à l'homme, et on associe le féminin à femme. Autrement dit, quand on dit le masculin l'emporte sur le féminin, écoutez bien, ça sous-entend l'homme l'emporte sur la femme. Vous l'entendez ? Et c'est une évidence, et c'est un problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'exercice ? Je vous ai trompé, j'ai utilisé le masculin comme genre neutre, mais comme vous l'avez vu, le masculin a induit l'homme à vos représentations mentales. Pourquoi ? Parce que lui, c'est l'équivalent de « il ». Alors, la troisième chose que le gouvernement aurait pu proposer, je pense que c'est ceci. Plutôt que d'accorder systématiquement l'adjectif au masculin quand au moins un homme compose l'effectif d'une assemblée, on pourrait accorder au genre majoritaire, on appelle ça l'accord en nombre. Ainsi, comme il y a plus de soignantes que de soignants, et ce dans des proportions dantesques, le site aurait pu remercier les soignantes. Et si ça choque parce que le masculin disparaît complètement, plutôt que de parler de personnel soignant, ils auraient dû parler des professions soignantes, mettant en avant le féminin, qui, en l'occurrence, pourrait inclure les hommes. Je sais que ça pourrait, comme ça, vous paraître rien, mais je vous garantis que ça n'est pas rien. En utilisant le masculin, j'en ai fait la démonstration à l'instant, j'ai imposé l'homme à vos représentations mentales. Et on peut le faire dans pas mal de catégories. Si je vous dis d'imaginer les étudiants qui ont bloqué les facs pendant mai 68,
Vous allez imaginer des garçons majoritairement dans les facs. Vous n'allez pas imaginer des femmes. Si je vous avais dit imaginer des étudiants et des étudiantes, ou que j'avais utilisé une écriture inclusive, j'aurais imposé également la femme à vos représentations. Donc, le masculin, il ne doit pas être un genre neutre par défaut. Le genre, il devrait s'adapter tout simplement avec intelligence à la situation qu'il décrit, pour la décrire avec une plus grande précision. On devrait faire évoluer ce concept de genre neutre, le faire disparaître, et dire, pour que la langue française soit la plus correctement utilisée, pour qu'elle soit la plus concrètement vraie, proche de la vérité et des choses qu'elle essaye de décrire, on accorde le genre à ce qui nous paraît le plus cohérent. La langue devrait refléter avec précision et simplicité les phénomènes les plus complexes à décrire. Du coup, vous comprenez ma fierté de participer au collectif d'autrices à la rédaction des droits humains pour toutes. Je vous remontre le livre parce que j'en suis très fier. Et je suis content qu'on ait choisi l'adjectif humain, puisque humain est beaucoup plus neutre que homme. Être humain est plus neutre que homme. Vous trouverez à l'intérieur des réflexions d'ailleurs assez brillantes qui pourraient faire évoluer vos croyances à ce sujet-là. Si vous êtes curieux de ce que je raconte, n'hésitez pas. À ce sujet, il y avait quand même une petite transition. Pourquoi on change droit de l'homme en droit humain ? Parce qu'il y a une absurdité que l'on accepte comme si elle était parfaitement normale, et elle n'est pas du tout normale. On accepte, parce qu'on l'a décrété, que le H majuscule de homme inclut les femmes. Mais écoutez, c'est aussi absurde que si demain, une assemblée de femmes décrétait que le F majuscule de femme inclurait les hommes. C'est aussi absurde. Pourquoi on l'accepte ? On l'accepte parce qu'on en a l'usage. Mais quand on y pense, j'aimerais bien savoir en quoi la majuscule d'un mot est censée inclure en fait un concept entier. J'ai beaucoup de mal à le comprendre. Le H majuscule qui inclut la femme, c'est un excellent exemple d'une règle d'écriture qui est à l'inverse exclusive. Cette absurdité, moi j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre. Et c'est entre autres en lisant un ouvrage qui s'appelle Compte à rebours de Tiffany que j'ai progressé là-dessus à pas de géant. Effectivement, en fait, elle commence son ouvrage. Alors au départ, vous avez une préface qui fait hommage à toutes les femmes qui sont silenciées par le langage, par l'histoire, etc., qui est assez belle, que je vous recommande de lire. Elle commence, du coup, son ouvrage par, écoutez bien, « Elle était une fois ». Alors, évidemment, si vous entendez cette expression pour la première fois, vous vous dites sûrement que quelque chose ne colle pas, mais sans forcément trop comprendre ce qui grammaticalement ne fonctionne pas. Mais l'autrice continue à écrire juste en dessous. « C'est belle, n'est-ce pas ? Et puis c'est logique aussi. Elle était une fois, c'est une fois qu'elle était. » C'est un ouvrage que je vous recommande parce que l'autrice en fait renverse certaines évidences grammaticales pour nous pousser à repenser nos normes. L'écriture inclusive, ça permet exactement ça. Déceler des éléments de langage que l'on pensait normaux, évidents, naturels, pour réaliser combien ils sont problématiques. Et je vais vous donner 3 petits exemples tout simples pour que vous compreniez. Les droits de l'homme, s'ils devenaient les droits des femmes, ça nous choquerait. Garçon manqué, je déteste cette expression, ça donnerait fille manquée. Qu'on donnerait un garçon, ça ne veut rien dire. Et mon préféré, Madame le maire, inversé, ça donnerait Monsieur la mairesse. Justement, je voulais vous parler de ça. L'utilisation plus systématique des noms de métiers au féminin fait partie de ce que l'on défend dans l'écriture inclusive. Alors, on n'a aucun mal à utiliser le féminin pour des professions que l'aristocratie estime être peu nobles. Par exemple, femme de ménage, caissière, aide-soignante, infirmière, il n'y a aucun souci, on les utilise. En revanche, quand on utilise des termes comme médecine, doctoresse, mairesse et autres, ça choque un petit peu et je vais vous avouer que je ne comprends pas pourquoi. Je vais vous donner un exemple. En français, le féminin de la terminaison heure est, selon les mots employés, euse ou auresse. Celui de teur, c'est souvent tris. Exemple, un acteur, une actrice, un tueur, une tueuse. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à ne pas vouloir utiliser des mots comme professeuse ou professoresse ? D'autant que ces termes existent déjà et sont utilisés dans la littérature classique. Je cite la littérature classique non pas parce que j'estime que c'est important de les citer, pas du tout, mais je sais que certaines et surtout certains prennent les classiques littéraires pour des vecteurs de normes inaliénables. Donc voilà. Vous le voyez à ce moment, Becherel lui-même utilise professeuse. Tout comme Balzac et d'autres autrices malheureusement oubliées comme Isabelle de Charrière que je découvre, je ne connaissais pas cette autrice. Professoresse, quant à elle, c'est utilisé par non moins que Jules Barbet d'Aurevilly. Et comme vous pouvez le constater, on trouve professoresse dans des romans assez modernes qui datent de la période 2010. Alors souvent, on me dit à ça, est-ce qu'il ne suffirait pas de rajouter un « e » à la fin du nom d'une profession pour indiquer qu'elle est pratiquée par une femme ? Un auteur, une auteure. Bon, je pense que c'est une solution intéressante, mais je la trouve très insatisfaisante, parce qu'on n'entendrait pas la différence lors de sa prononciation, et si l'on n'entend pas la différence,
on ne prend ni l'habitude de l'écrire, ni l'habitude de la visualiser intellectuellement. Donc ça ne peut pas se pérenniser si on ne fait pas la démarche de féminiser complètement le mot. En appuyant sur une utilisation plus systématique du féminin pour désigner certaines professions, on ancre également dans la tête des enfants le fait qu'une profession ne soit pas genrée. Et alors ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Une petite fille qui rêve de soigner les gens, elle doit pouvoir autant rêver de devenir infirmière que doctoresse si c'est son choix. Si elle aime bouger, si elle a de l'énergie, elle devrait autant avoir accès à la danse qu'au football, qu'au roller derby, qu'au rugby. Si son truc c'est les chiffres, elle devrait avoir facilement accès à la recherche scientifique. Il y a un enjeu majeur à ramener dans votre vocabulaire du langage inclusif pour permettre à nos enfants de rester maîtres, et en l'occurrence souvent maîtresses de leur destinée. Ce sont souvent les jeunes filles qui voient leur champ d'action assez limité. À ce titre, d'ailleurs, petite parenthèse, je remercie très chaleureusement les historiennes modernes qui continuent hallucinant de fouilles minutieuses des archives à la recherche de grandes femmes qui ont fait progresser les sciences, les arts, et dont on a un petit peu perdu les noms aujourd'hui. Un grand merci à vous. J'utilise également des pronoms mixtes que j'ai découverts avec l'écriture inclusive. Je les trouve extrêmement utiles à l'écrit, mais beaucoup plus compliqués à utiliser dans le langage, donc je les utilise parfois dans mes romans. Rarement, mais je les utilise quand même de temps en temps. Par contre, je les utilise beaucoup pour répondre sur Internet à certains messages. Je trouve que c'est beaucoup plus incluant. Je vais vous donner un exemple. Récemment, il m'est arrivé un très très grand bonheur, puisque ma meilleure amie a eu avec sa femme un petit bébé, et je suis le parrain de ce petit bébé magnifique. Elles avaient choisi toutes les deux de ne pas décider du sexe, de ne pas prendre connaissance du sexe de l'enfant avant sa naissance. Et donc on savait pas trop s'il fallait l'appeler il ou elle quand on s'écrivait. Mais en fait on a tranché, on s'envoyait des messages en utilisant le pronom iel, iel, que je trouve très pratique à l'écrit. Et de la même façon, j'utilise à l'écrit, en particulier sur les réseaux sociaux, toust ou seul, qui à mon avis vont directement à l'essentiel, ne hiérarchisent pas entre le masculin et le féminin, et leurs usages en plus sont en train de se démocratiser sur Internet. Pour moi, c'est des formidables outils de l'écriture inclusive. On les utilise peu à l'oral. Je ne sais pas si on les utilisera, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, et pour le coup ce sont ce qu'on appelle des néologismes. Là pour le coup ce sont des mots inventés, c'est pas comme professoresse ou professeuse qui existent depuis toujours, iel, seul, tous, etc. On les connaît mal, mais pourquoi pas. En tout cas à l'écrit je les trouve très cohérents. Parmi les autres usages de la langue inclusive, je vais citer 2 autres exemples, et puis je vais m'arrêter là, parce que le but n'est pas d'en faire non plus une liste exhaustive, mais il y en a 2 que j'apprécie beaucoup. Le premier c'est l'adjectif de proximité avec le groupe nominal, j'adore ça. Dit comme ça a l'air de faire peur, mais en réalité, en fait, c'est très simple. Dans la femme, les hommes et les femmes sont beaux. L'adjectif beau, il est plus proche du nom femme que du nom homme. Les hommes et les femmes sont beaux. L'accord de proximité, ça consisterait donc à ne plus accorder de façon systématique l'adjectif au masculin sous prétexte qu'il y ait eu un masculin dans les groupes nominaux. Il y avait un homme, premier groupe masculin, une femme, deuxième groupe masculin. Mais plutôt de l'accorder avec le groupe nominal le plus proche. Ainsi, les hommes et les femmes sont beaux, ça pourrait donner les hommes et les femmes sont belles. Et ça, alors au départ pareil, moi quand j'ai entendu ça j'ai un peu bondi, mais aujourd'hui je l'utilise tout le temps dans mes romans parce que je trouve que c'est magnifique, et en plus de ça, c'est très percutant. Quand vous parlez d'un personnage masculin et féminin, que vous mettez un adjectif et que vous l'accordez avec celui qui est le plus proche, je vous assure que ça crée un vrai effet. On dirait les femmes et les hommes sont beaux, et les hommes et les femmes sont belles. Je trouve ça très joli, et je vous invite à répéter ces phrases-là. Encore une fois, si c'est la première fois que vous entendez cette règle, ça va vous sembler un petit peu absurde, mais je vous assure que moi je ne m'en passe plus dans mes textes. L'accord en nombre et en proximité, c'est devenu complètement naturel, non pas parce que je me l'impose, mais parce que je trouve que ça me permet de parler de choses de façon plus précise dans mes récits. Et puis j'ai un dernier exemple à vous donner d'utilisation d'écriture inclusive, il y en a beaucoup d'autres, croyez-moi, mais celui-là me plaît beaucoup. Je vous le tire d'un ouvrage qui a été écrit par Eliane Viennot, que vous voyez là, qui s'appelle « Le langage inclusif, pourquoi, comment ?» C'est ça, « Langage inclusif, pourquoi, comment ?» Et elle parle, en page 81, de double flexion, donc je vais vous lire un extrait pour que vous compreniez ce que c'est que la double flexion. Ça va vous rappeler un tout petit peu la féminisation des mots de métier, c'est pas tout à fait la même chose, et vous allez voir, c'est passionnant. C'est dans son chapitre « Pratiquer la double flexion, promouvoir les mots englobants ». Je cite Madame Viennot qui dit « Cette autre stratégie du langage inclusif est à la portée de chacune. Elle ne coûte que peu de salive à l'oral et qu'un peu d'encre à l'écrit. » Je vais vous mettre le livre devant, excusez-moi. Il ne s'agit pas d'exprimer d'un bout à l'autre d'un propos ou d'un texte évoquant les populations mixtes, les termes féminins et masculins qui désignent ses membres, mais de signaler de temps à autre qu'on parle bien des femmes et des hommes, et qu'on s'intéresse autant aux unes qu'aux autres. Ce que ne font pas la plupart des articles de presse, par exemple ceux qui portent sur
elle cite les étudiants aujourd'hui, ou sur, elle cite encore la colère des agriculteurs. Loin de ne figurer que dans les titres, les masculins dominent généralement, voire exclusivement, jusqu'au bout de l'énoncé. De sorte qu'on ne sait pas si les indications fournies se rapportent seulement aux hommes, ou à l'ensemble de la population a priori concernée. Quant aux renseignements qui intéressent spécifiquement l'un ou l'autre sexe, qui la plupart du temps n'ont pas le même rapport au sujet traité, elles sont absentes, au même titre que ceux qui pourraient nous apprendre que, dans certains cas, leur situation est identique. L'information donnée est donc lacunaire, imprécise et sexiste. S'obliger à prononcer ou à écrire les deux termes à des endroits clés des énoncés est la condition sine qua non pour que les deux sexes demeurent à l'esprit, aussi bien de la personne qui parle ou qui écrit que de celle qui écoute ou qui lit. Nombre d'expériences ont établi ce fait. Qui parle au masculin pense aux hommes. Qui entend masculin comprend homme. La dernière en date, un sondage effectué par l'Institut Harris Interactive en octobre 2017 est sans appel. Les gens à qui l'on demande citer 2 champions olympiques ne sont que 17% à citer au moins une femme, mais la proportion monte à 20% quand la question est citer 2 champions ou championnes olympiques, et à 33% quand on leur demande citer 2 personnes ayant été championnes olympiques. En conclusion, le langage et l'écriture inclusive, ça n'est pas un caprice. Ça n'est pas une colère adolescente infondée simplement pour faire parler de nous. C'est une révolution intellectuelle profonde, durable, juste, égalitaire, très féministe, qui va également totalement dans le sens de l'évolution de notre société actuellement. Je pense qu'il est contre-productif de s'y opposer aujourd'hui, tant elles finissent par être adoptées au quotidien. À ce titre, le 30 mai 2020, à savoir hier, je tourne cette vidéo le 31, a annoncé que la rédaction du Monde utiliserait à présent le terme « autrice » pour désigner les écrivaines. C'est une victoire très importante qui lutte contre une forme d'invisibilisation. Rappelez-vous, si je vous demande de me citer 3 grands auteurs français, il y a peu de chances pour que vous pensiez à Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute ou Louise Collet. Pour terminer, j'aimerais vous citer Victoire Tuaillon qui a écrit dans son ouvrage tiré de son excellent podcast Les couilles sur la table, un extrait qui nous concerne absolument tous, et moi en premier, je m'inclus complètement là-dedans. Ça se trouve à la page 209, dans le chapitre L'éducation des garçons. Voici ce que Victoire Tuaillon nous dit. On pense souvent être un bon modèle, on voit les efforts que l'on fait, et on a tendance à plus craindre les influences extérieures, l'école, les amis, la société, que l'exemple qui vient de nous. Sauf que, la plupart de nos propres stéréotypes, nous en sommes bien souvent inconscients. Il faut donc questionner ces automatismes et ces réflexes. Voilà, j'espère que cet argumentaire vous aura paru concluant, qu'il ne vous a surtout pas paru agressif parce que c'était pas du tout mon cas. J'espère vous avoir présenté aux gens qui connaissaient mal ce que pouvait nous apporter l'écriture inclusive. Peut-être que ça fera évoluer vos croyances, je l'espère. Toutes les références que j'ai utilisées pour faire cette vidéo, je vais les mettre bien évidemment dans la description. En attendant, prenez soin de vous, on continue le débat ensemble si c'est ce que vous souhaitez. Dans le calme, on est des adultes, on est capable de se parler sans se fâcher ou sans utiliser des procédés fâcheux. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se dit à bientôt. Au revoir.